2. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle européen. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Monsieur Léon Defontaine, tête de liste du Parti communiste français. Et tout de suite, on va introduire le concept de ce cycle européen et présenter le candidat qui est avec nous aujourd'hui, avec Augustin. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour notre troisième conférence du cycle des Européennes de 2024. Après avoir reçu la candidate écologiste Marie Toussaint il y a de cela un mois, la candidate de la France Insoumise Manon Bry il y a une semaine, c'est le candidat d'un autre parti de gauche que nous accueillons aujourd'hui, le candidat d'un parti historique du paysage politique français, parti qui a d'ailleurs récemment, il y a quelques années, fêté son centenaire d'existence. Nous avons ainsi le plaisir de recevoir ce soir M. Léon Defontaine, tête de liste du Parti communiste français pour les élections européennes. Avant de donner la parole à notre invité, j'aimerais revenir rapidement sur le projet du cycle des Européennes. Comme vous le savez sans doute déjà, ce cycle a pour objectif d'inviter l'ensemble des têtes de liste des élections européennes. Cette démarche, entamée dans l'idée d'offrir aux candidats et candidates l'opportunité de présenter leurs projets ainsi que leur vision pour l'Europe, a également pour but de donner aux étudiants et aux étudiantes, ou devrais-je dire potentiels électeurs et électrices, la possibilité d'avoir un espace de discussion sur les sujets européens. Le but est ainsi de rapprocher les étudiants de Sciences Po des candidats et d'enrichir les débats sur la place et le rôle de l'Europe. Ce cycle est un projet d'initiative étudiante porté par 4 associations, l'Association de l'école d'affaires publiques, Sciences Po TV, le Parlement des étudiants et les jeunes européens Sciences Po, et est soutenu par l'administration de Sciences Po, que nous remercions au passage chaleureusement pour leur aide et accompagnement dans l'organisation. Dans ce cycle des Européennes, tous les candidats sont reçus aux mêmes règles et aux mêmes conditions. Après une présentation de l'invité, le candidat prendra la parole sous modération de 2 de nos membres. Ensuite, un contradicteur viendra mettre en perspective certains éléments de votre programme, puis vous laissera l'occasion de contre-argumenter. Enfin, nous finirons par une séance de questions-réponses du public. Maintenant que les règles du jeu ont été clarifiées, je vais essayer, si vous me le permettez, de dresser votre portrait. Vous êtes né le 15 mars 1996 à Amiens, où vous passez toute votre enfance. Une ville où ont également grandi Emmanuel Macron et François Ruffin, dont le lycée faisait face au vôtre. Un élément qui a peut-être, on l'imagine, présagé votre engagement en politique. Cet engagement, justement, il a été pour le moins assez précoce. Durant votre enfance, vous êtes marqué par les longs et successifs conflits sociaux entre les salariés de l'usine Goodyear et leur direction, usine qui finira par fermer. Dès vos 17 ans, en 2013, vous adhérez au Parti communiste. En 2014, vous figurez déjà sur la liste lutte ouvrière au municipal de la ville, alors que vous êtes encore lycéen en terminale. Lors de vos études de sciences politiques, vous vous engagez associativement pour les jeunes en difficulté des zones sensibles d'Amiens, et vous vous destinez alors à devenir enseignant. Mais votre militantisme prend rapidement le dessus. En 2016, vous devenez secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France dans la Somme, puis secrétaire général du mouvement à l'échelle nationale de 2019 à 2023. Durant cette période, vous servez notamment comme porte-parole du candidat communiste Fabien Roussel aux élections présidentielles de 2022, puis devenez porte-parole en 2023 du Parti communiste français. Enfin, à la fin de cette même année, vous êtes désigné candidat du PCF pour les européennes. Bien que le PCF fasse partie de la NUPES, vous faites candidature à part et vous posez différemment de vos collègues de l'Union. Vous cherchez à proposer une alternative au, je vous cite, outrance de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Je vous cite à la construction libérale européenne de Raphaël Glucksmann et, je vous cite encore une fois, aux écologistes ayant une vision décroissante de Marie Toussaint. Enfin, dans cette campagne européenne, vous faites face à 2 défis. Celui d'envoyer au Parlement européen des députés communistes sur une liste non coalisée et indépendante pour la première fois depuis 2004, et pour vous d'être élu pour la première fois en espérant dépasser le seuil des 5%, alors que les sondages vous placent à présent à 3%. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Defontaine, et je vous laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci pour la présentation. Je crois qu'il n'y a eu aucune erreur qui a été faite. Bravo à vous. C'est un plaisir pour moi d'être ici et d'avoir répondu bien évidemment très naturellement, positivement à votre invitation, parce que je pense que c'est un moment important de notre vie politique, une élection nationale, a fortiori européenne, qui finalement paraît bien trop souvent éloignée et déconnectée de nos réalités et qui pour autant a des conséquences très concrètes sur nos vies, mais vous le savez aussi bien que moi, je pense, étant donné que vous êtes quasiment toutes et tous, peut-être tous et tous même étudiants à Sciences Po, et j'imagine que ça abreuve un certain nombre de vos cours. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, c'est un temps d'échange là, c'est ça ou... On va passer aux questions. Très bien. C'est le temps d'échange tout à fait. Allons-y.
Donc on accueille tout de suite Gauthier Blanchard pour les jeunes européens et Guillaume Panchou pour le Parlement des étudiants, pour ce temps d'échange de 25 minutes à peu près. Bien, bonsoir à tous. Donc nous voulions vous interroger dans un premier temps. Nous avons fait un sondage auprès des étudiants pour savoir quel sujet les intéresserait. Et donc nous souhaitions d'abord vous interroger sur la vision du Parti communiste français sur le conflit ukrainien. Donc je vais commencer avec une première question. Dans l'émission C'est ce soir, vous avez annoncé à la suite des propos du président Emmanuel Macron qui évoquait que l'envoi de troupes en Ukraine ne pouvait être exclu, ne pas vouloir aller au front, donc je cite vos propos, et je cite ne pas vouloir faire partie d'une génération sacrifiée. Vous appelez à mettre davantage, je cite toujours, notre corps diplomatique en action. Qu'entendez-vous par cela? Est-ce que la France a un rôle singulier à jouer ou est-ce que la réponse doit-elle être européenne? Tout d'abord, pour repartir des propos du président de la République sur la potentialité d'envoyer des soldats sur le front, et après il y a eu une multitude de tergiversations, puis il a réaffirmé ses propos lorsqu'il était en République tchèque hier, je crois. Sur ce sujet, on voit bien que depuis 2 ans qu'a débuté le conflit et suite à l'invasion de la Russie de Vladimir Poutine de l'Ukraine, que l'issue militaire n'est pas une issue nous permettant de mettre un terme au conflit. Et que la question est, à l'heure actuelle, de permettre à l'Ukraine de tenir le front. Et ça, je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui contestent l'idée d'aider le peuple ukrainien face à ce qu'il se passe, les aider à tenir face à la Russie, face aux contre-offensives de la Russie. Et ça, il n'y a pas de discussion à avoir sur le sujet. Et moi, je soutiens l'idée qu'il faut aider les Ukrainiens à geler le front et éviter que les Russes ne pénètrent davantage dans les territoires ukrainiens. Ça, c'est le préalable. Mais la question qui doit se poser à nous toutes et tous, Européens, Français, et à l'ensemble des concitoyens, de nos concitoyens, c'est comment mettre un terme à cette guerre qui n'a finalement que trop duré, parce que si on dénombre, même si on n'a pas des chiffres officiels de part et d'autre, on chiffre environ 500 000 le nombre de victimes blessés ou assassinés depuis le début de ce conflit. Et donc se pose alors 2 questions. Se pose la question de comment arrêter Vladimir Poutine. Et là, il y a 2 sujets et 2 oppositions qui se font face. Il y a celles et ceux qui nous disent qu'il faut envoyer des armes, mais que lorsque les armes ne seront pas suffisantes, eh bien, il faut envisager l'envoi de troupes. Mais la question qui se posera dans 6 mois, ou dans 1 an ou dans 2 ans, c'est que quand l'envoi des troupes ne sera pas suffisante, eh bien, se posera la question d'une autre surenchère guerrière et d'un engrenage guerrier qui pourrait nous amener à arriver à un stade où, de fait, on serait bien évidemment co-belligérant, mais même une guerre mondiale et avec le risque d'une guerre nucléaire, vu que la France, la Russie et les États-Unis et nombre de nos alliés détiennent aujourd'hui l'arme nucléaire. Et donc, ce que j'ai affirmé à ce moment-là, c'est que si nous ne voulons pas arriver dans cet engrenage guerrier, qui aurait pour conséquence l'envoi de troupes et potentiellement du coup le fait qu'on ait des soldats français qui meurent sur le front, et même potentiellement qu'à terme on ait une conscription générale, eh bien dès maintenant, la France, fidèle à son histoire diplomatique, fidèle à l'histoire des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, en commençant par le général de Gaulle, Mitterrand et Chirac, devrait alors porter une voie de paix et un traité de paix à l'échelle européenne pour permettre justement de mettre un terme au conflit. Ce traité de paix, il faut aujourd'hui jouer carte sur table. Le préalable à tout traité de paix, c'est 1, le cessez-le-feu. 2, c'est le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Et 3, et là c'est là où il y a du débat, mais le statut de neutralité de l'Ukraine, qui va devoir être discuté. Donc sa non-intégration dans l'OTAN et sa non-intégration dans l'Union européenne. Et moi je fais partie de celles et ceux qui pensent que justement il faut remettre en place et réaffirmer avec force ce statut de neutralité de l'Ukraine, mais aussi de la Moldavie, de toute la région, pour justement désarmer
idéologiquement, culturellement même, Vladimir Poutine, parce que si aujourd'hui il est aussi légitime dans son pays, il légitimise son intervention en Ukraine, c'est parce que justement il justifie que demain l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN et que les armes nucléaires de l'OTAN seront pointées vers la Russie. Et c'est ça qui aujourd'hui fait qu'il est aussi autant plébiscité dans son intervention militaire. La deuxième des choses, c'est permettre d'avoir une coalition internationale. Vous me posiez la question de savoir si ça se réglait à l'échelle française. Je ne pense pas que ça serait qu'à l'échelle française. Je pense que la France peut être le fer de lance et le moteur de la paix. Mais je pense que ça doit se régler à minima à l'échelle européenne. Mais je pense même qu'il faut aujourd'hui qu'on rejoigne d'autres pays qui ont porté un traité de paix. Je pense notamment à la Chine. Je pense à une coalition des pays d'Afrique qui a été menée notamment par l'Afrique du Sud. Je pense au Brésil qui ont déjà posé la nécessité de porter un traité de paix entre l'Ukraine et la Russie. Eh bien, je dis il faut isoler Vladimir Poutine, et ce serait invraisemblable que l'Union européenne ne rejoigne pas ces coalitions de pays avec son propre traité de paix, mais qu'on met autour de la table, et justement pour permettre d'isoler Vladimir Poutine. Le souci étant, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, l'ensemble des pays membres de l'OTAN, il n'y en a aucun aujourd'hui pour porter une voie de paix. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on tombe dans une surenchère guerrière et dans une mécanique guerrière. Aujourd'hui, personne ne va vous dire on va engager la France et la France ne sera pas co-belligérant. Le problème avec les mécaniques guerriers, l'engrenage guerrier et la surenchère guerrière, c'est que lorsqu'on on se rend compte toujours trop tard que finalement on est tombé dans une surenchère guerrière qui a eu pour conséquence l'engagement du pays et des troupes françaises dans la guerre. Et moi je dis c'est dès maintenant que la question elle se pose. Parce que dans 6 mois, avec l'élection américaine et la potentialité d'une victoire de Donald Trump, alors se posera la question se posera tout autrement parce que les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé, même si le Congrès à l'heure actuelle bloque une partie des aides, Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'il arrêterait l'envoi des aides à l'Ukraine et que aujourd'hui, sans les États-Unis, l'Ukraine ne pourra pas tenir un conflit sur la durée de 2, 3, 4 ans, comme aujourd'hui beaucoup de chercheurs annoncent la durée de ce conflit. Et donc, si on ne veut pas en arriver à ce stade-là, ou même si on se dit qu'on multiplie par 10 les aides de l'Union européenne, d'un point de vue financier à l'Ukraine, en fait, on n'a plus la capacité industrielle pour fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine. Et d'ailleurs, si aujourd'hui la France a envoyé entre guillemets que la moitié des choses promises à l'Ukraine, des armes promises à l'Ukraine, c'est parce que tout simplement on a une industrie qui est à plat. On a fermé les usines d'obus et qu'aujourd'hui on n'a plus la capacité industrielle pour permettre de répondre à la demande du front ukrainien. Et donc il faut poser dès maintenant l'issue de paix parce que de toute façon nous ne sommes pas en capacité nous de tenir 3-4 ans ce conflit. Oui, non, on reviendra sur la question de la souveraineté industrielle un peu plus tard. Pour continuer cette partie sur le conflit ukrainien, donc vous avez évoqué la neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union européenne, mais vous avez annoncé plus généralement que vous êtes défavorable à l'élargissement de l'UE à de nouveaux pays. Est-ce que cette position est motivée par la situation ukrainienne particulièrement ou à des causes structurelles d'autres pays candidats à l'Union européenne ? Elle est motivée par 2 choses. Premièrement, vis-à-vis de la situation. On ne peut pas dire qu'on veut un statut de neutralité de l'Ukraine, et j'inclus la Moldavie parce qu'elle suit exactement la même dynamique que l'Ukraine. On ne peut pas revendiquer un statut de neutralité de ces deux États et engager une procédure d'intégration dans l'Union européenne. C'est contradictoire. Donc déjà, il y a ce premier sujet-là qui est sur la table. Mais l'autre sujet, c'est les questions structurelles et inhérentes à ces pays. Aujourd'hui, le salaire minimum en Moldavie aux alentours de 50 € par mois, en Ukraine 130 € par mois, les conditions sociales, les normes sanitaires, environnementales n'ont rien à voir avec les normes que nous avons aujourd'hui à l'échelle européenne. Et les processus d'intégration à l'Union européenne ont débuté, et parmi les conditions qui ont été posées, il n'y en a quasiment aucune qui ont été posées sur le fait de rééquilibrer les normes sociales et environnementales de ces pays. Et donc l'intégration de ces pays aurait pour seule conséquence une mise en concurrence accrue des travailleurs européens, a fortiori français, avec les travailleurs de ces pays-là. Et on a un exemple très concret sur la question agricole, où aujourd'hui on a abaissé les droits de douane de l'Ukraine pour pouvoir les aider face au conflit armé dont ils sont victimes. Et aujourd'hui, on a tous vu sur les plateaux télé le fameux poulet ukrainien qui est vendu 2 fois moins cher sur le marché européen parce qu'il est élevé dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales qu'on refuse sur notre territoire, dans des élevages à 2 à 4 millions de poulets, dans ce qu'on évoque. Eh bien,
je le dis concrètement, l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie aura des effets dévastateurs pour l'outil productif et pour nos agriculteurs. Ça signera la ruine d'une partie de nos agriculteurs et la mise en concurrence et la fuite en avant du peu d'industrie qu'il nous reste. Eh bien moi, je ne souhaite pas voir ça. Je souhaite aussi défendre l'industrie française. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je refuse l'élargissement de l'Union européenne à ces 8 nouveaux pays qui sont préconisés aujourd'hui par la Commission européenne, donc une partie des Balkans et des pays des Balkans et non pas baltes, et une partie des pays Ukraine, Moldavie, Géorgie. Et voilà. Et je prends souvent les exemples, moi, des usines qui m'ont marqué dans mon territoire, mais on a une multitude d'exemples sur le territoire. Whirlpool, à côté de chez moi, j'ai grandi à 400 mètres de l'usine Whirlpool, elle a délocalisé une partie de sa production en Pologne et en Roumanie parce que la manœuvre était moins chère. Goodyear est parti en partie en Slovaquie parce que la manœuvre était moins chère. On a déjà une Union européenne qui favorise le dumping social et la mise en concurrence des travailleurs. Eh bien, moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette Union européenne qui broie des vies, qui broient nos usines, et qu'au contraire, on devrait avoir une Union européenne, transformer l'Union européenne pour qu'elle soit un levier pour favoriser et nos services publics et nos industries. Mais ça implique déjà de remettre en cause l'élargissement actuellement. On transforme l'Europe, et après, peut-être qu'on pourra remettre ces questions à l'ordre du jour. Pourtant, en termes d'échelle, c'est quand même pas complètement comparable. Parler du Monténégro et de l'Ukraine à l'heure actuelle, ça n'aurait pas forcément le même impact sur le marché européen. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on débat de l'Ukraine. Enfin, aujourd'hui, c'est l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie qui sont les plus avancés dans la question de l'élargissement. Donc moi, je parle de ces géants-là qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Il me semble, il faudrait vérifier que le Monténégro est un peu plus avancé quand même. La Géorgie est à 6 sur 9. 6 conditions sur 9, la Géorgie a déjà coché 6 sur 9. Donc c'est la Géorgie qui est le plus avancée aujourd'hui. Mais bon, le Monténégro, oui, ok, d'accord, demain le débat ne portera pas sur la question du Monténégro, et en effet, le dumping social avec le Monténégro est quelque peu discutable, oui, je partage. Oui. Donc on va ouvrir notre deuxième volet qui porte sur la souveraineté industrielle et sur le travail. Donc ma première question était, quels sont les principaux leviers d'action que l'Union européenne peut mobiliser pour renforcer sa souveraineté industrielle tout en intégrant les objectifs sur ses politiques environnementales? Et toujours un peu sur le même format de la première question, est-ce que cette souveraineté industrielle, vous l'imaginez au niveau national ou une souveraineté industrielle au niveau européen? Les deux. Je pense que c'est les deux. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut remettre en cause un certain nombre de mécanismes européens qui ont eu pour conséquence l'affaiblissement et la fragilisation de l'industrie française. Je pense notamment au marché européen de l'électricité, le marché spéculatif européen de l'électricité, qui a eu pour conséquence dans les années passées, mais qui a encore pour conséquence l'indexation du prix de l'électricité produite en France sur la dernière électricité produite, et donc à l'heure actuelle la plus chère, et donc à l'heure actuelle indexée sur le prix du gaz qui a explosé depuis le début du conflit, et qui a eu pour conséquence, alors même qu'en France on produit une électricité certes bas carbone mais aussi à bas coût grâce à notre parc nucléaire, de voir exploser les factures énergétiques pour nos entreprises. Et quand je pense à nos entreprises, je pense aussi bien à nos grosses industries qu'à nos PME, qu'à nos artisans, qu'à nos exploitants agricoles. J'ai fait le salon de l'agriculture, comme beaucoup de responsables politiques, la semaine dernière. Il n'y a pas un exploitant agricole qui ne m'a pas parlé de la multiplication par 2, par 3, par 4 en un an de leur facture d'électricité, et que pour beaucoup, c'était une des premières choses aujourd'hui, une des premières charges qui faisait que potentiellement la solvabilité, la pérennité en tout cas de leur exploitation était remise en cause. Donc je pense, moi, qu'il faut remettre en cause ce marché européen sur l'aspect spéculatif de l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus d'échanges entre les pays, il y en aura toujours. Comme aujourd'hui, j'ai fait la centrale nucléaire de Golfech, j'ai visité, je ne l'ai pas fabriqué, j'ai visité la centrale nucléaire de Golfech dans le sud-ouest, et ils nous racontaient qu'aujourd'hui, l'électricité, ils la vendaient jusqu'à Madrid, parce qu'on a une forme d'interconnexion électrique qui fait que de toute façon on est relié avec l'Espagne, et l'Espagne et le Portugal, la péninsule ibérique, est pourtant pour autant sortie de ce marché et de ces mécanismes spéculatifs. Et donc ils achètent d'État en État l'électricité, mais en sortant justement de cet aspect spéculatif. Et la question s'est posée à un moment, et il fallait taper du poing sur la table, peut-être un peu plus fermement que ce qu'on l'a fait, parce qu'il y a eu un bras de fer qui s'est engagé avec l'Allemagne sur ce sujet-là.
Et l'Allemagne nous a dit, mais vous ne comprenez pas, si demain on remet en cause ce marché spéculatif de l'électricité, enfin ce marché européen de l'électricité, alors nos entreprises ne seront plus assez compétitives vis-à-vis des entreprises françaises, parce que nous, notre prix de l'électricité a explosé depuis le début du conflit ukrainien, parce que notamment on est dépendant on est dépendant des énergies fossiles, du charbon et du gaz. Et moi je dis, la France n'a pas à payer pour les Allemands leur choix stratégique en matière énergétique. Nous avons fait le choix, nous, de conserver nos centrales nucléaires. Nous avons malheureusement pas assez renouvelé notre parc, et donc aujourd'hui on pêche un peu, mais c'est pas grave, on est en train de combler notre retard, et tant mieux, et je le salue. Mais donc aujourd'hui il faut remettre en cause par contre ces mécanismes qui font qu'il y a une explosion des factures d'électricité pour nos entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais accélérer, c'est engager de nouvelles coopérations à l'échelle européenne en matière industrielle. On a su le faire dans l'aéronautique, on a su le faire dans l'aérospatial, Ariane, Airbus. On a réussi, grâce à des coopérations avec différents États membres de l'Union européenne, à être à la pointe dans certains secteurs industriels. Je pense qu'il faut faire exactement la même chose avec des mécanismes de recherche et développement, notamment financés par l'Union européenne, dans d'autres secteurs qu'on juge stratégiques. Je pense notamment au secteur énergétique, avec l'industrie nucléaire qui doit être relancée à l'échelle européenne, de manière beaucoup plus conséquente que c'est actuellement, parce qu'aujourd'hui on peine à former des soudeurs, mais on peine aussi dans le développement et la recherche de cette énergie-là. Aussi en matière développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui on nous dit qu'il faut développer à juste titre les énergies développables, des renouvelables. Mais le problème, c'est que la production de panneaux photovoltaïques n'est pas assez conséquente sur le continent européen. Du coup, on est obligé d'acheter sur le marché chinois, et tout cela sur un désastre environnemental en réalité. Et donc, il faut aussi développer des industries et des coopérations industrielles en matière d'énergie renouvelable. Et je donne un autre exemple rapidement, la question des pompes à chaleur. Par exemple, on parle aussi beaucoup du fait qu'il faut remplacer nos vieilles chaudières et notamment les remplacer par des pompes à chaleur. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on n'en produit pas suffisamment sur le territoire européen, et ça fait partie des choses aussi sur lesquelles on pourrait engager avec d'autres États qui sont beaucoup plus développés que nous à l'échelle européenne, des coopérations nous permettant de produire en nombre, nous permettant d'équiper l'ensemble des bâtiments pour permettre de répondre à l'impératif environnemental. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des leviers à la fois activés pour défendre notre industrie française à l'échelle européenne, et on a besoin de développer aussi avec des financements européens, et notamment en reprenant la main aussi sur la production monétaire avec la Banque Centrale Européenne, de développer des nouvelles coopérations industrielles pour être aussi concurrentielles avec d'autres marchés, notamment chinois et notamment nord-américains. Concrètement, relancer les grandes industries comme ça, souvent ça pollue. Est-ce que vous pensez que le pacte vert de l'Union européenne met en péril la souveraineté industrielle du continent et le droit des travailleurs européens? Déjà, c'est une multitude de textes. Enfin, il y a des sujets quand même différents dans le pacte vert. Et donc, il y a des choses, des aspects très positifs et qui vont dans le bon sens, et des choses sur lesquelles je pense qu'il faut peut-être qu'on rediscute. Mais la réalité, c'est que ce qui pollue le plus aujourd'hui, j'ai perdu le nom de la boîte, ça ne me reviendra pas. J'étais à Calais il y a 3 semaines, et il y a une entreprise, une usine Seveso qui produit des principes actifs pour un médicament qui va fermer. Qui va fermer parce que justement l'Europe met beaucoup de contraintes, notamment sur ces usines Seveso, qui sont en effet les usines les plus polluantes aujourd'hui, qui sont présentes sur le territoire français et européen. Le problème étant, c'est que du coup cette boîte elle va fermer. Et elle va aller se délocaliser notamment probablement en Inde ou en Chine, dans les pays asiatiques, comme c'est souvent le cas pour l'élaboration des principes actifs. Et cela, au détriment de la planète, parce qu'on va développer considérablement les émissions de gaz à effet de serre, parce que ce principe actif, on en aura toujours besoin, et ce médicament, on en aura toujours besoin sur notre territoire. Donc ça va développer les échanges et donc développer les émissions de gaz à effet de serre d'un côté. Et de l'autre, ça remet en cause notre souveraineté en matière de production de médicaments, et notamment en termes de décisions politiques que nous prenons pour l'environnement. On peut mettre en place les plus belles normes environnementales pour nos usines. Si on n'a plus d'usines sur le territoire, ça sera les autres pays qui accueilleront ces usines qui mettront en place leurs propres normes. Et en l'occurrence, l'Inde, la Chine et les pays asiatiques mettent des normes environnementales qui sont bien en deçà de celles que nous avons sur le territoire. Donc moi, je pense, premièrement, qu'il faut en effet mettre en place une forme de protection vis-à-vis de ces produits qui sont faits dans des conditions sanitaires et environnementales qu'on n'accepte pas sur notre territoire.
Au même titre qu'on a jugé qu'il était inconcevable d'importer du poulet élevé aux hormones dans des conditions sanitaires qu'on n'accepte pas sur le territoire, la question elle doit aussi, je pense, à un moment ou un autre, se poser sur l'ensemble des productions. Alors, identifions déjà des secteurs stratégiques, et notamment le médicament qui, je pense, en est un, mais ça fait partie de ces sujets-là. Donc, je pense qu'il y a certaines normes aujourd'hui qu'il faut remettre en cause sur le pacte vert européen. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, en priorité, si on veut répondre à l'impératif environnemental, réindustrialiser notre pays, notre continent, pour permettre de diminuer les échanges et de fait diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Juste une dernière chose sur le pacte vert. On a cette neutralité carbone en 2050, qui est un objectif qui est fixé et que nous partageons. Le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne fixe la neutralité carbone sur les émissions de gaz à effet de serre de chaque pays. Et moi, je dis, c'est sur l'empreinte carbone qu'on doit calculer. Et donc, c'est-à-dire aussi sur les produits que nous importons des autres territoires. Parce qu'on peut, demain, atteindre sa neutralité carbone en ne produisant plus rien sur notre territoire. Et alors oui, ce sera très simple d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais si derrière, on multiplie par 100 nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'on est obligé de les importer, on est obligé d'importer ce que nous devons consommer, eh bien, c'est un non-sens. Donc nous, lorsqu'on dit qu'on souhaite atteindre la neutralité carbone en 2050, on compte aussi les importations. Et donc, on calcule sur l'empreinte carbone et non pas les émissions de gaz à effet de serre par pays. Merci beaucoup. On passe maintenant à notre troisième thème, qui est la vision communiste du Parlement européen et des institutions européennes en général. La première question, c'est qu'au niveau européen, le PCF est affilié, comme LFI, aux partis et groupes de la gauche unitaire européenne. Pourquoi dès lors ne pas avoir fait campagne ensemble alors que les sondages vous donnent pour l'instant 0 siège? Et si vous ne défendez pas les mêmes idées, pourquoi appartenir au même groupe? C'est une spécificité du Parlement européen que nous avons du mal à comprendre, nous, à l'échelle française, parce que notre Parlement ne fonctionne pas de la même manière. La réalité, c'est qu'au Parlement européen, il n'y a aucune consigne de groupe qui est respectée. Les groupes se retrouvent parce qu'ils vont porter des textes communs, mais il y a une liberté de vote au sein des groupes. Et d'ailleurs, je vois notamment la tête de liste de la France Insoumise critiquer le fait que, par exemple, le groupe social-démocrate a voté en faveur de certains traités de libre-échange. Je critique le fait de voter en faveur de certains accords de libre-échange. La réalité, c'est qu'elle a ciblé Raphaël Glucksmann, notamment en tête de liste du coup, Parti Socialiste Place Publique, en disant votre groupe, il a voté les accords de libre-échange. Je trouve que c'est quand même faire preuve d'une certaine mauvaise foi, étant donné que moi je salue plutôt que quasiment l'ensemble des parlementaires européens français ont voté contre ces accords de libre-échange. Et notamment les socialistes, même si je leur reproche d'autres choses, mais en l'occurrence, les socialistes, et notamment Raphaël Glucksmann, a voté contre les accords de libre-échange, notamment avec le Chili et le Kenya, et on ne peut que le saluer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au sein des groupes, il y a des différences qui s'expriment. Maintenant, sur The Left, le groupe au Parlement européen, moi, je souhaite demain être membre de ce groupe-là. La réalité, c'est que la démocratie européenne évolue vite aussi et qu'il y a énormément d'évolutions. Moi, je souhaite demain, par exemple, défendre la nécessité d'investir dans l'énergie nucléaire et notamment permettre que l'Union européenne subventionne davantage l'énergie nucléaire parce que je pense que c'est indispensable si on veut répondre à l'impératif environnemental. Sur les questions environnementales, on a aujourd'hui quasiment tout qui nous sépare en réalité avec la France insoumise. Il y a aujourd'hui, on partage l'idée d'atteindre cette neutralité carbone en 2050. Il y a finalement deux théories qui se confrontent. Il y a celles et ceux qui nous disent du coup il faut moins consommer, moins produire, il faut qu'on remette en cause nos modèles de consommation, etc. Et il y a ceux qui disent qu'au contraire, il faut engager une grande planification de notre économie en faveur de grands travaux utiles pour l'environnement, développer massivement le fret ferroviaire en construisant des infrastructures telles que le Lyon-Turin, développer le fret fluvial avec le canal Seine-Nord, développer la rénovation thermique des bâtiments massivement sur tout le territoire, développer une énergie bas carbone qui est pilotable comme l'énergie nucléaire et les barrages hydroélectriques. Ça, c'est ce que nous défendrons demain au Parlement européen. C'est pas ce que défendront les députés européens élus sur la liste de la France insoumise. Donc nous avons des différences. Mais maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que nous saurons nous mettre d'accord sur d'autres textes, mais avec les élus de la France insoumise, comme avec les élus socialistes, comme avec les élus écologistes, j'ose croire, sur notamment la défense des services publics. Sur la remise en cause des accords de libre-échange, je pense que l'ensemble des députés européens de gauche, peu importe leur couleur politique et peu importe leur appartenance à tel ou tel groupe à l'échelle européenne, nous saurons nous mettre d'accord. Sur la question du nucléaire, peut-être moins, mais là je saurais trouver d'autres amis, peut-être plus proches de la majorité présidentielle.
Est-ce que vous pensez que sur tous ces sujets-là, le Parlement européen est l'échelon qui permet le plus facilement de faire changer les choses, justement? Parce que les communistes ont longtemps été méfiants vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce que c'est le cas ou pas? Mais on l'est encore. Hein. Enfin, aujourd'hui, peut-être plus qu'avant encore, je sais pas, mais aujourd'hui, 52% des Français, je ne sais pas si vous avez vu le dernier baromètre hein, sur la confiance à l'Union européenne, 52% des Français n'ont plus confiance dans l'Union européenne. On est derrière les Grecs quand même. Après tout ce qu'ils sont mangés depuis la crise de 2008, on est derrière les Grecs. On a moins confiance dans l'Union européenne que les Grecs. On n'est pas très loin, mais on a moins confiance. Il faut se poser les questions de pourquoi ? Comment se fait-il aujourd'hui que les Français, que la France, pays fondateur, au cœur de l'élaboration des politiques européennes, comment ça fait-il que notre peuple a de moins en moins confiance dans l'Union européenne? Et nous, les logiques qu'on avait contestées à l'époque se sont avérées désastreuses pour les travailleurs de notre pays, de notre continent, et le développement de la mise en concurrence. Que ça soit sur le pacte budgétaire qui est remis à l'ordre du jour là, et notamment avec l'actualité aujourd'hui même d'une annonce de Bruno Le Maire de faire davantage d'économies dans nos budgets, et notamment en limitant les dépenses pour nos services publics. Ce sont des règles aujourd'hui européennes qui nous l'imposent. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut contester ces logiques libérales européennes en premier lieu, et deuxièmement, il faut aussi et surtout défendre la souveraineté populaire, nationale des États membres. Nous, on est pour une coopération européenne, mais on est pour que l'Europe soit le lieu d'une coopération de peuples libres, mais qui s'associent pour développer les énergies renouvelables, pour répondre à l'impératif environnemental, pour développer nos coopérations industrielles, pour répondre à la souveraineté alimentaire. Mais ça doit être une échelle de coopération entre des peuples libres, et non pas un asservissement des peuples, et deux, un nouvel échelon politique supranational. Moi, j'y crois pas. Et je pense, et je défendrai cette idée-là durant la campagne européenne, qu'il faut réaffirmer de manière beaucoup plus forte le rôle du Parlement national, notamment français, dans l'élaboration des politiques européennes. Et d'ailleurs, en l'occurrence, on a des États et des pays aujourd'hui qui font beaucoup plus intervenir leurs parlements nationaux dans l'élaboration des politiques européennes. Et c'est peut-être ce qui explique notamment du fait que peut-être que leurs peuples ont un peu plus confiance dans l'Union européenne, dans le sens où ils se sentent peut-être un peu plus écoutés et respectés dans les décisions qu'ils ont prises. Et notamment, moi, je plaide plutôt pour que les parlements nationaux aient la possibilité de faire ce qu'on appelle des opt-out, donc c'est-à-dire parmi certaines législations européennes, de dire cette mesure-là, nous ne l'appliquerons pas dans notre pays. Et il y a certains pays, comme le Danemark par exemple, qui le fait de manière très, très régulière. Et c'est pas le seul. Et je pense que ça serait permettre de réaffirmer avec force aussi le rôle de nos parlements nationaux, qui aujourd'hui, je pense, se font pas du tout respecter par la législation européenne. Donc moi, je suis pour plutôt permettre de réaffirmer le rôle du Parlement national, plutôt que le rôle aujourd'hui du Parlement européen, et que le Parlement européen soit un lieu de coopération, de développement de coopération entre les États membres, mais en aucun cas un organe supranational qui impose ses règles à l'ensemble des États membres. Et juste, peut-être, je pense aussi que le Parlement européen n'a pas vocation à légiférer sur tout aussi. Enfin, on le voit, un développement aujourd'hui de législation sur des sujets divers et variés qui, je pense, posent un certain nombre de questions et qui font qu'on a des décisions qui sont prises très déconnectées des réalités de nos concitoyens. J'avais mis les pieds dans le plat avec la question du permis de conduire. Je ne pense pas que c'est à l'Union européenne aujourd'hui de légiférer sur le permis de conduire, parce qu'on a des règles très différentes, des réalités très disparates en fonction des États membres, et on avait contesté à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a 2 semaines, le fait qu'aujourd'hui l'Union européenne souhaitait rendre obligatoire le passage d'un permis pour les agriculteurs, d'un permis tracteur, d'engins agricoles et d'engins forestiers. Parce qu'aujourd'hui, on a une règle en France, c'est que quand on est rattaché à une exploitation agricole et qu'on a plus de 16 ans, on peut aujourd'hui conduire un certain nombre de véhicules agricoles. Et que remettre en cause cela, je pense que ça vient finalement rajouter des contraintes qui ne sont pas forcément en phase avec la réalité de notre pays, alors que pour d'autres États, ça leur changeait rien du tout, parce que c'était déjà le cas chez eux. Eh bien, je pense que sur ces sujets-là, par exemple, il faudrait que l'Union européenne se préoccupe d'autres sujets que la question, par exemple, du permis de conduire.
Lorsqu'elles étaient à votre place, Manon Aubry et Marie Toussaint ont défendu l'idée d'une Europe plus sociale qui devait prendre en charge la thématique sociale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, c'est, vous avez souligné à juste titre qu'il y a une perte de confiance des Français dans les institutions de l'Union européenne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une plus grande démocratisation de l'Union, et donc peut-être une plus grande souveraineté du Parlement européen par rapport aux autres institutions européennes, permettrait d'y parvenir ? Oui, l'Europe doit davantage traiter les questions sociales, et moi je suis favorable à ce que, et c'est pour ça que je suis contre l'élargissement de l'Union européenne, à ce qu'on puisse regarder comment on va davantage harmoniser nos règles sociales à l'échelle européenne et tirer par le haut aujourd'hui les États qui sont membres de l'Union européenne, notamment en termes d'augmentation des salaires et pourquoi pas de calquer notre modèle social, en tout cas davantage, pour arrêter ce dumping social intra-européen. Mais je suis favorable aussi, dans la même veine, à ce que les normes environnementales puissent être, notamment sur l'agriculture, puissent être identiques à l'échelle européenne et que ça puisse se faire à l'échelle européenne, étant donné qu'on a aujourd'hui une politique agricole commune et qu'il y a une mise en concurrence déloyale parce que malgré la PAC, on a des États aujourd'hui qui sont un peu plus zélés et qui mettent un peu plus de normes environnementales à nos agriculteurs, c'est notamment le cas de la France. Et dans d'autres pays, au contraire, on est plutôt tendance à tirer vers le bas les normes européennes et du coup avoir une concurrence déloyale. Donc moi, je suis favorable à ce qu'il y ait davantage d'harmonisation sur un certain nombre de règles, et notamment sur les normes sociales et sur les normes environnementales. Ça, c'est un sujet. L'autre question, c'était quoi ? L'autre question, c'était est-ce que plutôt que des techniques d'opt-out, il ne faudrait pas tout simplement donner justement plus de pouvoir, plus de souveraineté au Parlement européen sur les autres institutions européennes pour rendre l'Europe plus démocratique et éventuellement regagner la confiance des Français vis-à-vis de l'Union européenne ? Je pense pas que ça soit la priorité, honnêtement. Enfin, la priorité déjà, c'est écouter lorsque les peuples se sont exprimés sur la question de la construction européenne. Il y a 20 ans, quand même. Bah justement, je vais y venir. Non, mais justement, c'était il y a 20 ans. Enfin, on a ici dans cette salle, presque toutes et tous, on n'était pas en âge de voter en 2005. C'est-à-dire qu'on n'a pas... oui, certains, on n'était pas nés. Et je veux dire... quand est-ce que nous, la nouvelle génération, on a eu notre mot à dire sur la construction européenne ? On voit les impacts de la construction européenne libérale, par contre. On voit les traités austéritaires, on voit le recul des services publics, on voit le fait qu'on a manqué d'enseignants au lycée, on voit la détérioration de l'hôpital public. Ça, on le voit, les effets. Mais on n'a pas eu notre mot à dire. Par contre, les autres générations, les anciennes, lorsqu'elles ont eu leur mot à dire et qu'ils ont dit, non pas qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne, mais que l'Union européenne libérale telle qu'elle est construite actuellement, ils n'en voulaient pas, eh bien là, il y a eu un réel problème de souveraineté lorsque ça a été remis en cause avec Lisbonne, quelques années plus tard. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un sondeur il y a quelques temps, qui nous dit que la courbe de la confiance qu'ont les Français envers la politique s'est cassée pile poil au moment justement où Lisbonne a été instaurée et où on a remis en cause finalement le référendum et le résultat du référendum de 2005. Et en jugeant que finalement les Français n'avaient pas compris qu'ils avaient voté contre leur intérêt. Si les Français avaient voté, ils avaient compris. Et quand je vois mon département, la Somme, qui est le deuxième département à avoir voté le plus contre le traité constitutionnel européen en 2005, derrière le Pas-de-Calais avec plus de 69%, je vais dire, mais on a un territoire qui savait avant peut-être d'autres territoires les conséquences désastreuses des politiques libérales européennes, les conséquences désastreuses de la mise en concurrence déloyale des travailleurs, parce qu'on voyait déjà le dumping social et la mise en concurrence de nos usines, on voyait déjà la ruine qui se dessinait depuis Maastricht pour nos agriculteurs. Et donc, il fallait peut-être, et je pense que c'est un des sujets, écouter ce qu'avaient à dire les Français. Et quand je vois aujourd'hui Bruno Le Maire nous dire que, comme le pacte budgétaire européen est en train de revenir à l'ordre du jour, il faut faire des économies et des coupes budgétaires, eh bien je dis, quand est-ce qu'on a voté pour ça ? Quand est-ce que nous, Français, on a voté pour ça ? En 2005, on avait voté contre. Donc si aujourd'hui le pacte budgétaire est remis à l'ordre du jour, eh bien moi je dis à Emmanuel Macron, je le dis aux dirigeants européens, il faut aujourd'hui le soumettre à référendum. Et on verra, donnons la parole aux Français, et je suis persuadé qu'on arrivera sur une question européenne, alors que tout le monde dit que les Français en ont rien à foutre, une vague de mobilisation électorale comme on n'en a jamais vu depuis 20 ans. Parce que lorsqu'on parle des sujets importants, lorsqu'on parle de la construction européenne, les Français, ils ont leur mot à dire. Le seul problème, c'est que les dirigeants ne les ont pas écoutés.
Après, vous dites qu'il n'y a pas eu de référendum sur la question, mais les Français ont élu leurs représentants au Conseil de l'Union européenne au suffrage universel direct, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022. Ouais, faisons un sondage. Est-ce que vous avez conscience que vous avez élu votre représentant au Conseil européen ? Ça, les Français, ils savent pas que demain, ils ont pas donné un chèque en blanc à Emmanuel Macron pour dire vous avez mandat pour mettre en place les politiques austéritaires à l'échelle européenne. Hein. C'est pas ça qui a été mis dans l'urne lorsqu'on a voté pour l'élection présidentielle, hein, en aucun cas. Et Emmanuel Macron, et c'est un des problèmes de notre 5e République peut-être, mais il rend des comptes à qui lorsqu'il va discuter à l'échelle européenne ? Parce que les premiers ministres y répondent de leurs actes, mais pas les présidents de la République. Et ça, c'est un problème de notre 5e République et de nos institutions qui finalement rentrent en profonde contradiction avec la manière dont on a construit, ou on avait pensé à l'époque, la démocratie européenne. Et donc, pour moi, c'est incompatible. Donc, il faut réaffirmer avec force, je pense, les institutions nationales en premier lieu. Je pense qu'il faut écouter ce qu'ont dit les Français lorsqu'ils ont été consultés, et pourquoi pas faire davantage de référendums sur les questions européennes. J'ai parlé du pacte budgétaire, mais je pense que ça doit être aussi un sujet sur la question de l'élargissement de l'Union européenne. Hein. Franchement, on n'a jamais eu notre mot à dire sur l'élargissement de l'Union européenne. Et là, l'élargissement à l'Ukraine, enfin, je le dis au président de la République, ça serait incompris de la part des Français que ça soit imposé aux Français. On n'a jamais voté pour ça. Quand bien même on a voté pour Emmanuel Macron, on n'a pas voté pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de référendums là-dessus. Un référendum en France ou alors un vote en congrès. Et la troisième chose, enfin, le vote en Lisbonne, c'était congrès, hein, c'était un congrès. Et la troisième chose, le troisième sujet, par contre, c'est qu'il y a la question quand même de la Commission européenne qui doit se poser, et qui aujourd'hui, en effet, on a une organisation quand même supranationale qui rend pas beaucoup de compte à grand monde, qui doit peut-être aussi être remis en cause, quoi. Enfin, Ursula von der Leyen, qui est probablement la personnalité politique qui a parmi le plus de pouvoir en Europe, elle n'est pas élue. Et ça, c'est un problème. Merci beaucoup. On va maintenant passer au moment de la contradiction scientifique. Et pour ça, on va accueillir monsieur Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous dire, je suis extrêmement heureux d'être là. Je me suis livré au même exercice lorsque les associations étudiantes ont reçu Marie Toussaint. Et n'y voyez pas un biais idéologique que je ne commenterai que les candidats de la gauche. Mais ce qui me fait plaisir d'abord, c'est de découvrir, grâce à ces élections européennes, des nouvelles personnalités politiques françaises. Vous en faites partie. Et ça, c'est très bien. C'est très bien dans cette vie politique française qui donne le sentiment d'être complètement sclérosé, qui donne le sentiment parfois qu'on voit des visages de toute éternité. Moi, j'ai beaucoup plus âgé que vous. J'ai le sentiment des fois quand je vois la vie politique, que je l'analyse, je me dis mais depuis quand je le vois ou depuis quand je la vois, des fois je me dis ah ouais c'est vrai j'avais 25 ans quand je le... Donc voilà, donc c'est très bien. Il y a des élections européennes qui permettent à des personnalités politiques nouvelles de se révéler, de venir à Sciences Po, d'expliquer qui elles sont, de faire valoir leurs idées. Et j'adore cette idée. Je trouve qu'elle est profondément démocratique. Je trouve que Sciences Po a bien raison de faire tout ça, de vous donner la possibilité de vous faire connaître. Et ce qui m'a apparu d'abord, en vous écoutant, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt et d'attention, ce qui m'a apparu d'abord, c'est qu'il est difficile de vous ranger dans une boîte. La politique, l'analyse politique. À Sciences Po, on apprend beaucoup à nos étudiantes, à nos étudiants, à dire il faut faire des classifications, il faut faire des typologies, il y a des efforts de définition à faire. Et on commence toujours un exposé par des définitions, par des typologies. Et en fait, vous n'êtes pas simple à caser dans une boîte bien précise. On voit à la fois dans votre discours qu'il y a des éléments très structurels d'un candidat issu de la gauche, ça c'est très clairement. D'un candidat communiste, on voit aussi des réminiscences de discours politiques du Parti communiste que je suis assez âgé pour avoir entendu, l'idée de la souveraineté industrielle, l'idée au fond de l'industrialisation, de la réindustrialisation. Ce sont des thèmes qui sont chers à votre mouvement politique depuis presque toujours.
au fond. Donc on trouve à la fois des éléments qui sont des éléments de constance, de généalogie, et on voit très très bien, sans doute quand vous étiez très jeune, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce mouvement politique, qu'est-ce qui vous a amené. J'ai regardé sur le site de votre mouvement politique le très joli clip de campagne que vous avez fait. Il est court, mais il est extrêmement bien réalisé. Et on voit bien votre inscription à Amiens dans toute une histoire. Et je trouvais en vous écoutant qu'on voyait bien cette longue histoire qui vous amène aujourd'hui devant nous. Et puis en même temps, là où c'est pas facile à vous ranger, c'est qu'en même temps, on voit que vous êtes de votre génération. Et donc il y a des éléments de discours politique qui sont plus des fois de préoccupations ou d'idées de votre génération que celles d'un militant communiste à la limite. Et donc pas facile de vous ranger dans une boîte, d'autant moins facile de vous ranger dans une boîte que moi je fais partie des chercheurs qui ont travaillé sur le rapport des Européens à l'Union européenne et que j'ai consacré beaucoup de temps à dire on ne peut pas résumer le truc en disant il y a des pro-européens, il y a des anti-européens. Donc moi j'ai beaucoup milité sur le front académique pour cette idée. Et j'ai fait partie des chercheurs qui, ici même, dans une salle de Sciences Po, je me demande même si ce n'était pas dans cet amphi, après le référendum de 2005, on ne peut pas dire, la France a voté contre l'Europe. En tout cas, une partie de la France a voté non, sans voter contre l'Europe. Et moi, je suis très attaché à cette idée. Quand je collecte des données d'enquête académique sur le rapport des Européens à l'Europe, on le voit très clairement. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut résumer par c'est les anti-européens qui se sont mobilisés. J'ai séjourné très longuement dans ma vie académique au Royaume-Uni. J'ai toujours le sentiment que j'ai découvert que j'étais français en résidant au Royaume-Uni. Et j'arrive pas, moi, à dire que les Britanniques sont anti-européens. Ils ont une autre vision de l'Europe, c'est un peuple profondément européen. Vous discutez avec des Britanniques, ils vont vous rappeler la contribution gigantesque de leur pays à une Europe de paix et de démocratie. Leur vieux Premier ministre Churchill avait une très grande francophilie qu'il avait nouée dans les tranchées aux côtés des soldats et de l'infanterie française pour qui il avait une admiration à vie. Et donc on voit bien que c'est plus compliqué. Et dans votre discours, on voit ces éléments de complexité qui s'expriment. Et ça m'a donné envie de vous poser une première question sur laquelle je vous demanderai de réagir dans un petit moment. Tout à l'heure, quand vous avez commencé votre présentation, la première phrase que vous avez dite, c'est formidable, on a une élection nationale et en plus européenne. Ah, ça a tout de suite attiré mon attention. Je me suis dit, l'élection est nationale et européenne, alors que nous, ici, on parle des élections européennes, dont on dit, les élections européennes, le problème, c'est qu'elles sont cadrées au plan national, elles ont des motivations de vote des électeurs qui sont avant tout nationales, les forces politiques nationales parlent avant tout de la vie politique nationale, on regrette qu'on devrait parler davantage d'Europe, et alors même que vous avez tenu cette première parole en me disant, là, vraiment, il cadre nationalement, en fait, non, tout votre discours a été au contraire sur des questions profondément européennes, l'élargissement. Je partage votre point de vue. Je ne partage pas forcément ce que vous dites sur l'élargissement, mais je partage votre point de vue, qui est qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal que cet élargissement de 2030, personne n'en parle. Il n'est pas normal. Voilà, qu'on n'en parle pas, c'est demain matin. C'est demain matin, c'est pas rien. L'Ukraine, c'est plus gros que la Pologne, c'est presque aussi gros que l'Espagne. C'est pas rien. Voilà, on voit bien quelles sont les raisons de fond qui font qu'on se pose cette question, la tragédie que nous sommes en train de vivre, on comprend, mais je partage votre sentiment, on devrait davantage se poser les questions de fond, qui est où allons-nous à 35, à 37 un jour, où allons-nous est-ce que ça modifie la trajectoire du projet fondateur le côté anglophile que j'ai m'a fait beaucoup travailler le rapport des Britanniques à l'intégration européenne avant le Brexit. On voyait que c'était dans les pays les plus favorables à l'élargissement. Il y a un paradoxe incroyable. Le pays qui était le plus
en interrogation négative sur l'intégration européenne était en même temps le pays le plus favorable à l'élargissement. Et des fois, je me disais, au fond, pour les Britanniques, plus on est nombreux, d'une certaine manière, plus ça correspond à un projet qui est faiblement intégrateur, puisque plus on est nombreux, plus à ce moment-là, on va vers des coopérations renforcées, qui est presque un thème que vous avez abordé tout à l'heure, la logique des coopérations entre des peuples. Vous ne dites pas entre des nations, entre des peuples. Et je pense que ça, c'est une thématique qui vous est extrêmement chère et extrêmement importante pour vous. Mais je partage votre avis. Il n'est pas normal que cet élargissement qui a lieu demain matin, 2030, c'est demain matin, personne n'en parle bien, que ces élections européennes, pour le moment, personne vraiment n'en parle. Je suis stupéfait. Vous êtes un des premiers candidats que j'écoute qui en parle de plein champ. Pratiquement personne n'en parle. Et ça va pas du tout. Et ça m'amènera à vous poser une question qui est, au fond, qu'est-ce qui, pour vous, serait un élargissement? Parce que le point fondamental de la construction européenne, c'est que c'est un objet qui est en construction, justement, comme le nom l'indique. Les Français, on est très attachés à cette idée. On est pratiquement les seuls à parler de construction européenne. Les autres parlent d'intégration européenne. Mais une construction, c'est un chantier. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, représenterait ce chantier du point de vue du nombre d'États membres comme abouti? On dirait, bon, ben là, maintenant, on a terminé la maison. Parce que les logiques de l'intégration européenne sont des logiques qui sont fondamentalement... C'est l'idée d'une intégration, sont fondamentalement des limites qu'on repousse, un périmètre qu'on repousse sans arrêt, et avec une idée auquel les Européens, les pères fondateurs, étaient profondément attachés, qui était l'idée, au fond, du spillover. Que plus on intègre, plus d'une certaine manière, il y a du vertueux qui se met en place, plus on intègre, plus il y a de la démocratie qui se met en place, plus on intègre, plus il y a des nouvelles règles qui sont adoptées, qui sont intégrées, plus on intègre, plus, au fond... Et c'est vrai que quand on voit des pays qui nous ont rejoints au cours des derniers élargissements, on voit que les logiques vertueuses de l'élargissement ont fini par fonctionner. Moi, je suis de la génération qui a vécu, quand j'étais jeune, la réunification allemande. Et la réunification allemande, il y a quand même un truc, un exploit germanique qui a été fait. Un Deutschmark de l'Est égale un Deutschmark de l'Ouest. C'est absolument fou ce qu'ils ont fait. Ils ont mis peut-être 20 ans à digérer ça, mais la base de la réunification a été cette vision incroyable d'une audace politique, économique totalement folle, qui était de dire un Deutschmark de l'Est égale un Deutschmark de l'Ouest. Donc, qu'est-ce qui serait pour vous la vision un peu d'un élargissement qui serait abouti, qui serait réalisé? Est-ce qu'on arrête maintenant à 27, est-ce qu'on va plus loin? Si on va plus loin, avec qui? J'ai beaucoup travaillé, moi, sur la question de l'adhésion de la Turquie, avec un de mes collègues qui est un turcologue que je ne suis pas. Et c'est pour ça qu'on avait écrit le livre ensemble. Je ne me serais jamais permis d'écrire un livre sur l'adhésion de la Turquie, moi qui ne suis pas un spécialiste de ce pays. Mais j'ai écrit un livre là-dessus avec un turcologue, la Turquie en Europe. Et le pari du livre, c'était de mettre en miroir les opinions publiques face à l'adhésion de la Turquie et les opinions des Turcs sur l'Europe. Et on voyait qu'effectivement, on voyait grandir le turco-scepticisme européen, mais l'euroscepticisme turc également. Mais au moment où il y a, on peut dire, les négociations ont été gelées, arrêtées à partir du milieu des années 2010, mais quand on regarde de près, la Turquie avait fait beaucoup de pas dans notre direction, en ouvrant beaucoup de chapitres, en avançant quand même pas mal. Donc, est-ce que la Turquie, c'est totalement exclu pour vous? Est-ce que c'est un non-sujet? Au fond, on attend juste qu'un jour, ils disent on en a eu marre d'attendre, et puis bye bye, on attend depuis 1963, cassez-vous, vont-ils nous dire un jour? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Les négociations, la Turquie est toujours officiellement candidate à l'intégration dans l'Union européenne. Autre point, et là aussi la difficulté à vous ranger dans une boîte, mais je pense que c'est toute la richesse de votre personnalité, de votre profil politique. Comment on fait la frontière, où s'arrête la frontière entre la contestation des modalités de l'intégration européenne et la remise en cause du principe de l'intégration européenne? Il y a une zone de fragilité sur cette question. On voit que le débat en France en particulier, il est plus sur les modalités.
Il n'y aura jamais de Frexit en France. L'opinion publique, vous avez les 2/3 des Françaises et des Français qui disent nous on est Français et Européens. C'est plus dans cet ordre-là. Européen d'abord, Français ensuite, c'est très minoritaire, mais Français et Européens, la combinatoire des deux, elle est largement majoritaire. Dans le pays, on n'est pas du tout, de ce point de vue-là, dans le contexte du Royaume-Uni, pas du tout, du tout. Par contre, on voit qu'en France, c'est l'idée de pourquoi on est dans l'Europe. Qu'est-ce qu'on y fait? Avec qui? Jusqu'où? Pour combien de temps? Voilà, et qu'on a un peu le sens qu'on a perdu la narration, on a perdu le fil directeur. Vous avez raison, le référendum de 2005 est une vraie cassure, les sondeurs ont bien raison de la repérer, elle a eu lieu. Dans le cadre de mes recherches ici à Sciences Po, j'analyse souvent des sondages d'opinion où on pose des questions ouvertes aux gens, on ne leur donne pas des réponses, on leur demande de dire qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ça ne va pas dans le pays. Vous avez quand même encore aujourd'hui régulièrement des gens qui, effectivement, 20 ans après, disent on nous a bernés, on nous a grugés. L'expression a été consacrée dans l'espace public, elle est réutilisée régulièrement, on s'est assis sur le suffrage populaire. Et c'est vrai qu'en démocratie, rien n'est pire que d'avoir eu une population, une opinion, qui a le sentiment que le suffrage universel est tourné en dérision. Dans les enquêtes du CEVIPOF, celle qu'on vient de publier sur la confiance politique, vous avez totalement raison, la confiance dans l'Union européenne n'est pas ce qu'elle devrait être compte tenu du rôle que notre pays veut avoir dans l'intégration européenne. On a beaucoup d'indicateurs qui donnent qui reflètent ce sentiment. Nous n'avons que 72-73% des personnes que nous interrogeons qui nous disent voter, c'est le meilleur moyen d'expression publique. C'est en votant aux élections qu'on peut faire bouger les choses. C'est faible, en fait, pour une grande démocratie, une vieille et longue démocratie, d'avoir que 70-72% des gens qui, en votant, qu'on peut vraiment s'exprimer. C'est un signe inquiétant, un peu de pathologie démocratique. J'ai publié hier sur le site du CEVIPOF une petite note d'analyse qui s'appelle « Anatomie d'un malaise démocratique français ». Donc, voilà, mais du coup, les éléments factuels que vous posez sur la table sont tout à fait avérés. Il y a bien eu une cassure avec 2005. Mais comment et où pour vous s'arrête la frontière ténue entre la contestation sur les modalités de l'intégration européenne et potentiellement la contestation sur le principe de l'intégration européenne? Dans votre discours, des fois, on sent qu'on va un peu dans une direction et puis on revient un peu dans l'autre. Il y a plusieurs expressions que vous avez employées et j'ai été aussi voir la brochure de votre candidature. Le thème de la souveraineté est important quand même pour vous. Vous l'avez évoqué de manière assez éloquente. Tout à l'heure, vous avez vraiment eu des mots. On voit que c'est important pour vous, la question de la souveraineté populaire. L'idée du référendum, l'idée de la prise de parole du peuple, mais elle, évidemment, elle est centrale, elle est capitale, elle est cardinale en démocratie. Par contre, c'est vrai qu'en même temps, il y a des représentants du peuple. Et si je reprenais un des thèmes que vous avez abordés sur l'intégration de l'OTAN, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, je suis retourné voir dans la campagne de 2019 de Volodymyr Zelensky. Et lui avait posé carte sur table en disant « Si vous m'élisez, j'ouvrirai des négociations pour intégrer l'Ukraine dans l'OTAN ». Il a été élu triomphalement, 72% au second tour. Donc on peut dire que d'une certaine manière, sur l'OTAN, en tout cas, l'Union européenne, vous avez raison, c'est encore autre chose. Mais sur l'OTAN, les Ukrainiens, eux, ils se sont prononcés. Donc voilà tout un jeu de questions que j'avais envie de vous soumettre. Elles sont un peu dans le désordre, j'en suis désolé. J'aurais aussi d'autres questions à vous poser sur qu'est-ce que vous pensez du projet d'Emmanuel Macron de la communauté politique européenne. Emmanuel Macron a fait cette proposition. À un moment donné, on a le sentiment qu'il fait cette proposition pour dire il y a eu beaucoup d'hésitations. Les autres Européens ont cru que c'était une sorte d'antichambre de l'adhésion, une waiting room. Et puis quand Emmanuel Macron a dit le Royaume-Uni sera dedans, là, les autres Européens ont dit ah non, alors donc c'est plus une waiting room si les Britanniques sont dedans. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en pensez également? Donc voilà quelques-unes des multiples questions que j'aurais à vous poser, mais je veux d'abord, avant tout, vous remercier. L'auditoire est réduit ce soir, mais on a passé un très bon moment politique grâce à vous. Merci beaucoup. Un très grand merci à vous pour vos remarques, les critiques sur ce que j'ai pu exposer.
sur les différents éléments. Tout d'abord sur le fait qu'on a du mal à nous mettre une étiquette ou autre. Moi, en tout cas, je le théorise comme ça aujourd'hui. Je pense que la candidature et la liste que nous portons aujourd'hui est une nouvelle offre politique. En tout cas, je le vois comme ça et je le théorise comme ça, y compris alors même vis-à-vis de l'élection 2019 où on avait une liste. Je pense qu'on a une nouvelle offre politique aujourd'hui à travers la liste que nous portons, qui est d'ailleurs pas la seule liste du Parti communiste français, hein, qui est rejoint avec des responsables syndicaux, mais qui est rejoint aussi par d'autres acteurs politiques qui ont marqué aussi leur singularité, leur originalité sur l'échiquier politique. Je pense notamment à Emmanuel Morel, qui était d'abord membre du Parti socialiste, puis qui a fondé la gauche républicaine et sociale, et qui est parti avec la France insoumise, qui aujourd'hui qui a été élu sur la liste France insoumise lors des dernières élections européennes, donc qui est député européen actuellement, et qui nous rejoint aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une forme aujourd'hui de brouillage politique, finalement, sur la vision qu'on a de l'Union européenne. Qui a été très clair à l'époque du TCE en 2005, avec la gauche du non, la gauche du oui, qui était globalement d'ailleurs toute cette gauche pas contestataire vis-à-vis d'une idée de coopération européenne. On n'y mettait pas le même contenu, mais donc sur ce que vous disiez, en effet, je pense que c'est pas parce qu'on a voté contre le TCE qu'on était essentiellement pour un Frexit ou contre l'Union européenne ou contre une coopération européenne. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a voté oui au TCE des fois qu'on pensait voter pour l'Europe et des fois on était contre l'Europe libérale malgré tout. Et d'ailleurs, on a les radicaux de gauche, par exemple, qui rejoignent notre coalition. Une scission d'une scission, hein, mais on a des radicaux de gauche qui avaient défendu le TCE à l'époque, qui nous rejoignent aujourd'hui en disant on a eu tort. Enfin, en tout cas, on a eu une mauvaise analyse. On avait soutenu le TCE dans cette idée qu'il fallait voter pour l'Europe, mais en effet, cette Europe a eu des effets dévastateurs, et notamment sur le travail. Donc moi, je théorise comme le fait qu'aujourd'hui, on propose, ou l'engagement, le parti fondé par Arnaud Montebourg notamment, qui nous rejoint aussi, on propose une nouvelle offre politique qui a été initiée, je pense, pendant l'élection présidentielle à l'échelle nationale avec ce qu'a pu porter Fabien Roussel, qui également a été beaucoup de fois catégorisé comme un ovni politique, et finalement qui remettait à l'ordre du jour finalement un projet qu'on n'avait plus tellement entendu. Et notamment là, quand je porte la nécessité de défendre notre souveraineté, une coopération régionale avec des préoccupations qui sont actuelles, notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique, quand bien même on porte des visions et des projets différents à gauche là-dessus, c'est cette nouvelle offre politique qui est en train de se dessiner et qui, je pense, est, c'est comme ça que je le théorise, mais la gauche qui demain aura vocation à devenir majoritaire, celle qui permet de reconquérir cet électorat qui s'est senti délaissé, victime, je pense, par une partie de la gauche, qui est finalement cette gauche du non au traité constitutionnel européen, mais cette gauche qui ne se retrouve pas aujourd'hui dans les outrances ou dans les discours que peuvent porter aujourd'hui notamment certains partis à gauche et notamment la France insoumise. Et il y a une forme de brouillage politique qui n'aide pas, parce que c'est sur ça ce que je voulais atterrir, c'est que lorsque Manon Aubry nous dit que finalement on a très peu de différences à l'échelle européenne avec Raphaël Glucksmann ou avec Marie Toussaint, et que potentiellement on pourrait faire une liste unique de la NUPES aux élections européennes, on vient une nouvelle fois trahir les électeurs qui considèrent que le fédéralisme européen n'est pas un projet politique dans lequel ils se retrouvent. On vient rentrer en décalage avec celles et ceux qui justement ont toujours contesté finalement cette construction libérale européenne, même s'ils n'y mettent pas ces mots directement, mais en tout cas qui en sont victimes. C'est vrai que Marie Toussaint, devant nous, a dit très clairement qu'elle était pour un fédéralisme européen, un gouvernement européen. Elle était très, très, très fédéraliste dans ses propos. Ou Raphaël Glucksmann qui parle de sursaut fédéral. Enfin, alors, le Parti socialiste n'était pas sur cette ligne-là, mais lui, il parle de sursaut fédéral à l'échelle européenne. Et c'est ce que je lui dis, mais je dis, mais les ouvriers, enfin je connais des ouvriers qui étaient à Whirlpool ou à Goodyear, ils ne voteront pas pour une liste qui propose ce sursaut fédéral ou cette intégration européenne, et même celles et ceux et les groupes à gauche qui s'étaient mobilisés contre le TCE à l'époque ne se retrouveront pas dans ce projet politique-là. Et je pense que ce brouillage n'a pas aidé à la compréhension, à la lecture des différentes listes que nous avons en présence à gauche. Et donc aujourd'hui, moi j'assume complètement cette idée qu'il faut défendre notre souveraineté, la souveraineté politique, y compris de la France à l'échelle européenne, mais aussi la réindustrialisation, les grands travaux utiles pour l'environnement, le mix énergétique nucléaire renouvelable, qui est en effet une offre politique qu'on n'entend pas tellement à gauche. Et quand je dis souveraineté politique, j'insiste là-dessus parce que
je pense que c'est finalement ce qui a été cassé entre la France et l'Europe. Aujourd'hui, les Français ont le sentiment, je pense, pour une bonne partie, de subir l'Union européenne. Et que les décisions qui sont prises vont à l'encontre de leur intérêt, mais même de ce qu'ils ont pu voter par le passé. Et je pense que c'est dramatique d'en arriver à cette situation-là. Et donc, moi, je porte l'idée, et c'est ce que vous disiez sur quand je parlais d'une élection nationale. Moi, je défends l'idée que, en tant que député européen, je souhaite défendre les intérêts de la France au Parlement européen et les intérêts des Français au Parlement européen. Et quand je dis ça, beaucoup me disent « mais là, c'est un gros mot, enfin, vous ne pouvez pas dire ça ». C'est délirant. En France, on est les seuls à se dire ça. En Allemagne, ils se disent tous on va défendre les intérêts des Allemands. Ils ont d'autres, sur tel ou tel angle, mais on va défendre les intérêts des Allemands au Parlement européen. Et quand je dis que c'est une élection nationale, c'est que pour moi, on ne va pas élire des députés membres des Verts européens, membres du PPE ou membres des social-démocrates ou de The Left même. On va élire des représentants de la nation française au Parlement européen et qui seront représentatifs des diverses opinions de la France et des couleurs politiques en France, mais qui seront des parlementaires français au Parlement européen. En tout cas, c'est la vision que je défends, et c'est aussi pour ça que je ne défends pas une vision fédéraliste, parce que je ne pense pas que ce soit une élection fédérale. Et je pense que du coup, c'est pour ça que j'appelle une élection nationale et européenne. C'est parce qu'elle a lieu dans tous les pays européens pour des institutions européennes, mais ce que je souhaite, c'est que les États membres vont chacun élire leurs représentants. Oui, parce que le corollaire du fédéralisme, ce serait des listes transnationales de candidats. Mais ça, j'imagine, ça, c'est pas du tout. Moi, c'est pas du tout la vision qu'on a. Mais je sais que. Il me semble que c'est Marie Toussaint, je voudrais pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit, mais il me semble qu'eux, ils défendent beaucoup plus cette idée de porter des listes à l'échelle européenne, et même qu'on pourrait envisager, je sais plus si c'est Marie Toussaint qui portait ça, mais une double élection avec une part proportionnelle potentiellement pour élire à l'échelle des listes des députés membres de groupes PPE, SD, et des députés transnationaux. Voilà. Cette idée-là, moi je ne la partage pas du tout, je pense qu'on élit des représentants de la nation. Mais bon, on a une vision qui est très différente justement de la construction européenne sur ce sujet-là. Sur la question de l'élargissement de l'Union européenne, de la construction européenne. Moi, je ne suis pas arrêté à l'idée que demain, le modèle de coopération que nous défendons à l'échelle européenne puisse s'élargir à d'autres pays. Par contre, je pense que le préalable à tout cela, c'est remettre en cause l'Europe actuellement, justement, qui s'impose aux États. Et je pense que tant qu'on est dans une Europe libérale de mise en concurrence des travailleurs, qui impose des règles strictes en termes de dépenses et en termes budgétaires, et notamment avec les règles austéritaires, alors je le dis, je pense qu'il faut arrêter l'élargissement de l'Union européenne qui va affaiblir les États au sein de cette Europe, et qu'il faut aujourd'hui écouter ce qu'ont à dire les peuples sur la construction européenne. Et je pense que c'est, à mon avis, ça le préalable à la construction européenne et à tout élargissement dans le futur, quel qu'il soit. Et moi, je souhaite à aucun État pour le moment d'intégrer justement une institution qui est en mouvance continuelle et qui on ne sait pas vers quoi elle va. Et potentiellement, elle va vers un effacement, une dilution de la nation et des États vers une institution supranationale. Et ça éveille les contestations et la méfiance vis-à-vis de l'Union européenne. Et la réalité, c'est qu'on peut se dire ce qu'on veut. Je pense qu'il n'y aura jamais d'Europe à 35 pour une simple et bonne raison, que les peuples, et notamment le peuple français, refusera. Et je pense qu'il y aura une cassure énorme si demain on arrive à un tel élargissement. Et je pense que d'ailleurs une majorité de Français, je ne suis pas sûr que c'est écrasante, sont opposés à l'élargissement de l'Union européenne. Et je pense que ça va amplifier encore plus fortement la fracture sociale, finalement, derrière cela. Vers, d'un côté, on va faire des catégories, mais des métropolitains qui, finalement, ne sont pas victimes de l'élargissement de l'Union européenne, ne sont pas victimes de l'intégration de la France dans davantage d'Europe. Et de l'autre, des travailleurs, des ouvriers, des gens qui habitent dans des zones périurbaines, etc., chez moi, dans la Somme, dans le Pas-de-Calais, qui, eux, sont victimes de cette intégration européenne et qui vont subir de plein fouet cet élargissement. Et ça sera une cassure sociale tellement forte qu'on arrivera à une fracture pire que les Gilets jaunes, je pense, et que ça ne pourra pas passer, à mon sens, tant qu'on ne remet pas en cause, justement, la construction européenne
libéral et le fait que ça s'impose au peuple. C'est effectivement sur l'élargissement, ce que vous dites est juste sur l'opinion publique. Avec mon collègue Thierry Chopin de l'Institut Jacques Delors, on vient de publier juste une note il y a une semaine qui a un panorama sur les opinions publiques et l'intégration européenne à 3 mois des élections européennes. Et c'est très clair, la France et avec la République tchèque, les 2 pays les moins favorables à l'élargissement. C'est 33% dans la dernière vague des enquêtes Eurobaromètre du Parlement européen. Par exemple, c'est 70% en Espagne d'opinion favorable à l'élargissement. Donc il y a une variation nationale considérable sur cette question. Et globalement, les études sur l'opinion publique française et l'Europe par rapport aux autres pays européens montrent que nous ne sommes pas le pays, de loin, qui est le plus favorable à davantage d'intégration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des aspirations à davantage d'actions publiques européennes sur des dimensions qui seraient par exemple des dimensions climatiques. Mais les enquêtes d'opinion ont du mal un peu à capter les choses, parce qu'une fois qu'on a dit aux gens vous êtes d'accord que ça serait mieux de vivre dans une planète plus respectueuse de son avenir, on n'a toujours rien dit. Ce qui est important dans l'analyse de comprendre ce qui se passe, c'est est-ce qu'on est d'accord sur les moyens qui paye, au fond, fondamentalement. Tant qu'on n'a pas abordé cette question de qui paye, je pense qu'on n'a pas dit grand-chose en matière d'analyse de l'action publique. Mais on voit qu'effectivement, en France, sur l'élargissement, c'est pour ça que je partageais votre avis, qui est qu'on devrait en parler davantage. Le saut, si nos dirigeants n'en parlent qu'au moment de l'élection présidentielle de 2027 de front, en disant « toc toc, on vous signale que c'est demain matin », il y a un souci. Et sur l'Europe, souvent on dit à gauche que les fractures et les différences d'opinion à gauche se font ressentir principalement sur la question européenne. Et en fait, je pense que la question européenne est plutôt symptomatique des différences que nous avons à gauche, et notamment sur ces sujets-là, et notamment sur le public auquel nous nous adressons, qui est différent. Et quand je parle de fracture sociale, c'est que je pense qu'aujourd'hui, une partie non négligeable de la gauche a arrêté de s'adresser notamment à une certaine partie des catégories populaires de notre pays, et que sur la question européenne, ça risque de se faire ressentir encore plus brutalement. Et moi, ce que je souhaite justement à travers la liste que je porte, c'est montrer qu'il y a une offre politique à gauche qui justement conteste ces logiques libérales, qui défendent l'idée que le peuple français doit pouvoir s'exprimer, y compris dans une élection européenne, parce que je souhaite affirmer avec force défendre leurs intérêts au Parlement européen, défendre les intérêts des Français au Parlement européen. Et je pense que c'est un des sujets qui nous différencie fortement à gauche. Et souvent, on a quand même en Allemagne les parlementaires européens qui se réunissent au-delà des étiquettes politiques régulièrement pour savoir, et qui ont des mandats qui sont donnés par le Parlement allemand. Alors après, ils respectent ou pas, mais le Parlement allemand donne des mandats aux parlementaires européens allemands pour défendre tel texte qui ira dans le sens de la défense de l'industrie allemande. Lorsque les députés européens allemands verts, il me semble, votent les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, ça peut paraître contradictoire. Mais quand on voit que ça permettra aux Allemands de développer l'export des voitures allemandes, on comprend que ça va dans l'intérêt des Allemands. Mais c'est vrai qu'avec notre lecture française, on dit c'est invraisemblable que des écolos votent pour un accord de libre-échange. Et en fait, c'est parce qu'eux, ils théorisent qu'il faut aussi défendre les intérêts du peuple allemand à l'échelle du Parlement européen, au-delà même des clivages politiques. Et moi, c'est quelque chose que je souhaite également défendre et porter dans cette campagne européenne. Sur la question de l'Ukraine et finalement... Voilà, ce qui pourrait paraître comme une contradiction dans mes propos sur le fait que finalement, si je défends la souveraineté des peuples, en l'occurrence l'Ukraine, le peuple ukrainien s'est exprimé notamment sur l'adhésion à l'OTAN en tout cas, comme vous l'avez à juste titre souligné. Moi, j'y oppose une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'ONU, et je me repose sur le droit international, garantit 2 choses. 1, la garantie et l'intégrité des frontières des États reconnus par l'ONU. Ça, c'est un des premiers sujets. Mais aussi la garantie de trouver à tout prix une issue de paix sur la scène internationale. Et que je pense que ces 2 intérêts sont complémentaires, et ce sont les 2 intérêts qui prévalent à toute autre chose. Lorsque, je prends souvent l'exemple de 62 et la crise des missiles à Cuba, lorsque le peuple cubain soutient l'idée qu'il faut qu'ils aient des missiles nucléaires à Cuba pour pouvoir les pointer sur les États-Unis et se défendre,
que d'ailleurs du coup l'Union soviétique amène, et qu'on arrive à une crise telle qu'on va potentiellement vers une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, etc., et que tout le monde s'affole à juste titre. À ce moment-là, on a quand même dit stop. Ce qui importe le plus, c'est l'intégrité du peuple cubain. On garantit le fait que vous puissiez vivre dans vos frontières, même si ça a été remis en cause par les États-Unis parallèlement, mais en tout cas l'ONU l'a garanti. Et de l'autre côté, la nécessité d'avoir la paix, et donc la remise en cause, le fait que l'arme nucléaire, même si le peuple cubain et les dirigeants cubains souhaitaient avoir l'arme nucléaire, puisse arriver sur le territoire cubain. Eh bien, je pense qu'il en va de même aujourd'hui sur la question de l'Ukraine, où le statut de neutralité de l'Ukraine est, je pense, une garantie, une condition sine qua non pour atteindre justement cet objectif de paix. Et je pense que ça... Voilà, moi, dans une discussion de traité de paix, je pense que ce sujet-là doit venir, parce que sinon, on n'arrivera jamais à mettre autour de la table. Déjà, même avec ça, peut-être, hein, certains me disent que je suis un idéaliste, hein, penser que même avec ça, mais je pense qu'avec ça, on peut remettre Poutine autour de la table, et en tout cas, on peut le mettre minoritaire au sein de la Russie. Bon, après, il y a d'autres enjeux, etc. Mais en tout cas, je pense que ce sujet-là peut, en tout cas, poser question, et en tout cas, peut le remettre autour de la table, parce que il faut savoir quand même que quelques 2 mois, je crois, au mois de décembre 2021, du coup, le statut de neutralité de l'Ukraine, justement, avait été balayé d'un revers de manche, avec justement cette volonté de se tourner davantage vers l'Union européenne et vers l'OTAN. Et 2 mois après, il y a eu l'intervention de la Russie. Et je pense que, alors peut-être qu'il y aurait eu dans tous les cas, et ça on ne peut pas savoir, mais dans tous les cas, ça a, je pense, accéléré les choses à minima. Et en tout cas, ça a mis de l'huile sur le feu. Et ça a en tout cas favorisé et accéléré le fait que du coup, Poutine avait, auprès de son peuple, il a légitimé l'intervention aussi avec le fait qu'il dit, ce qu'il disait, il dit, demain, on va avoir tant de missiles nucléaires à la frontière russe, à l'échelle ukrainienne. Et donc c'est pour ça que je pense que le statut de neutralité doit revenir et doit être au cœur des discussions autour d'un traité de paix, quand bien même le peuple ukrainien avait voté pour, parce que je pense que mais tout cela en garantissant les frontières, par contre, derrière. Et je pense que le peuple ukrainien, si demain ils disent qu'ils ont un traité de paix qui leur permet d'avoir qu'ils auront eux leur mot à dire sur ce que sont les frontières du peuple ukrainien, mais que en contrepartie ils gardent un statut de neutralité garanti par l'ONU et par le droit international, alors moi je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver une issue de paix. Merci beaucoup, merci aussi Léon Desfontaines pour cet échange. Vous êtes longuement revenu sur la question de la liste commune de la gauche, mais on voulait quand même vous montrer une petite séquence. Donc c'était la semaine dernière quand on a reçu Manon Aubry et on lui a posé une question à la fin. Hop, on vous laisse regarder. Quelques secondes de vidéo. Dernière question qui nous a été posée sur WooClap, qu'on a retenue. Si vous aviez une question à poser au prochain invité du cycle, en l'occurrence ce sera Léon Desfontaines, ce sera la semaine prochaine, si vous aviez une question à lui poser, laquelle ce serait? Et puis on le retiendra en vidéo et on lui remontrera. C'est vrai. Léon Desfontaines, pourquoi vouloir absolument faire une campagne séparée de la NUPES quand en réalité les élus du groupe communiste siègent dans le groupe que je préside au Parlement européen? Et pourquoi au final vouloir faire de la position de Fabien Roussel, avec tout le respect que j'ai pour l'homme politique qu'il est, mais pourquoi vouloir tracer un chemin qui absolument consiste à vouloir présenter une candidature séparée en 2027, quand l'urgence, elle est là tout de suite, l'urgence, elle est écologique, l'urgence, elle est sociale, et l'urgence, elle est l'extrême droite face à nous. Léon, je pense que tu fais partie, je sais pas où est la caméra, tu fais partie de cette génération comme moi qui n'a pas envie de connaître l'extrême droite au pouvoir. Donc, mais j'en suis sûre qu'il y aura plein de gens aussi dans la salle pour lui poser cette question. C'est noté. Vous en avez longuement parlé. Qu'est-ce que vous lui répondriez ce soir, si elle nous regarde, Manon Aubry? Faut laisser tranquille. Ça commence à bien faire. Non, mais ayons le débat. Non, mais c'est vrai. Moi, ce qui m'agace dans ça, c'est que c'est un bulldozer. C'est que du coup, on ne débat plus du fond, on ne débat plus que de la forme en disant bah oui, il faut que la gauche elle est unie, parce que si la gauche elle est unie, bien évidemment, le score sera plus important. Oui, c'est mathématique. Mais moi, ma question, c'est pas celle-ci. C'est déjà quel est le mode de scrutin des élections européennes. Les élections européennes, il faut le redire, c'est une élection à la proportionnelle.
On n'en a pas l'habitude en France, mais c'est une élection à la proportionnelle. C'est-à-dire que parmi l'ensemble des listes qui dépassent les 5%, on répartit les 81 sièges qu'a la France au Parlement européen parmi l'ensemble de ces listes-là. Quand est-ce que dans quelles conditions la gauche gagnera ces élections européennes? Eh bien, elle ne gagnera pas en faisant 25%. La gauche, elle gagnera ces élections européennes à la seule condition qu'elle est en capacité de faire perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite. Et donc se pose la question de quel est le meilleur moyen pour faire perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite. Eh bien, ce n'est pas de faire une liste unique qui, toute mouillée, fera 25% et donc à peu près un peu moins de députés européens, aux alentours de 22 députés européens, mais en permettant à ce que les 4 listes principales de la gauche dépassent les 5%. Et la réalité, c'est que moi je suis persuadé qu'on dépassera les 5%, mais quand bien même on ne les dépasserait pas, eh bien si on suit les instituts de sondage actuellement, parmi les 3 listes qui le dépassent, les Verts, l'AFI et les socialistes, eh bien ils feront de toute façon plus de députés que s'il y avait une liste unique avec les 25%. Et bien je le dis aussi aux électrices et aux électeurs qui visiblement ne se soucieraient pas des différences d'ordre programmatique et qui veulent voter utile à cette élection européenne, eh bien le vote utile cette année, c'est nous. C'est de permettre à notre liste de dépasser les 5% pour mécaniquement faire 5 élus en plus au Parlement européen et mathématiquement 5 élus en moins. Pour qui? Pour la droite et pour l'extrême droite. Et des députés en moins pour la droite et pour l'extrême droite, c'est des députés en moins qui auront moins de moyens derrière pour mener leur bataille funeste. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quand même aussi la différence d'ordre programmatique. Manon Aubry, que je connais bien, dit qu'on partage, et je pense que c'est vrai, la nécessité de répondre à l'impératif environnemental. Mais s'il y a bien un sujet, moi, que je souhaite porter fortement comme étant une priorité, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Mais pour le coup, on ne partage pas du tout les mêmes solutions. Je dis que si on veut répondre à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, alors il faut, au contraire de ce qu'il propose, engager partout sur notre pays, partout sur notre continent, des grands travaux utiles pour l'environnement. Ça passe par le développement considérable du fret ferroviaire, ça passe par des grandes infrastructures comme le Lyon-Turin que nous soutenons, par le développement de lignes à grande vitesse qui permettront de concurrencer l'avion. Ça passera aussi par le développement du fret fluvial, comme chez moi, avec le développement du canal Seine-Nord pour permettre de remplacer des camions, soit par des péniches, soit par des trains. C'est ça qu'il faut porter comme projet. Et le mix énergétique nucléaire renouvelable, permettre d'avoir une électricité bas carbone. Bah ça, on a des différences, et pour le coup, on ne parle pas forcément aux mêmes personnes, et moi je souhaite capter la majorité de partie de la population qui soutient l'énergie nucléaire. Eh bien, je crains que s'il y avait une liste unique qui porte la sortie du nucléaire, ne vote pas pour la gauche. Bah, moi je pense qu'il y en a beaucoup à gauche qui soutiennent le nucléaire. Eh bien, je leur dis dans ce cas, votez pour nous. Vous évoquez cette réalité programmatique entre les partis et cette réalité politique aussi, mais il y a une autre réalité, c'est celle des électeurs. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément connaissance de la complexité des élections européennes. Et bon, c'est un sondage qui remonte un peu, mais l'IFOP avait fait un sondage il y a quelques mois de ça où 76% des sympathisants de gauche restaient calqués sur le modèle de la NUPES et étaient plutôt pour une liste commune. Donc il y a aussi cette réalité-là peut-être à prendre en compte. Comment est-ce que... Peut-être il y a un manque de pédagogie de la part de... En fait, c'est une forme d'hypocrisie, moi, plus qu'un manque de pédagogie. Enfin, je veux dire, l'objectif... c'est pas le soir du premier tour, du seul tour qu'il y a lors des élections européennes, de voir la gauche le plus haut possible. L'objectif, c'est de voir dans la répartition des sièges que la gauche progresse le plus possible. Et il y a une forme d'hypocrisie. Manon Aubry connaît très bien le scrutin électoral, hein. Enfin, les députés européennes, en tout cas j'espère. Et honnêtement, pour la connaître, elle le connaît. Et moi je dis, en faisant ça, on tire vers le bas. Et l'autre sujet, parce que j'ai vu la liste, du coup, elle a été affichée et dévoilée aujourd'hui, la liste qu'il porte, et que ce que je disais tout à l'heure, il y a une évolution quand même, un brouillage des clivages politiques, notamment des différences à gauche. Quand je vois qu'elle a sur sa liste un député écologiste, qu'elle a sur sa liste, bon peut-être qu'elle a changé, mais une personnalité influente en 2017 de La République En Marche, je dis, mais ils sont en train de bifurquer sur les questions européennes. Et moi, c'est la discussion que j'avais eue avec Manon lors, je sais plus, d'un débat qui avait été organisé à l'époque par Baxit, il me semble. Et je lui dis, mais on a des différences sur la gauche. On a des différences à gauche sur l'Europe. Et ça s'est reconnu lors du débat sur le traité constitutionnel européen. Et comment laisser sous-entendre aux ouvriers de Whirlpool chez moi,
aux agriculteurs de ma famille, mes oncles, de voter pour une liste de gauche si celle-ci, elle propose davantage d'intégration européenne, si celle-ci propose un sursaut fédéraliste, eh bien, je vous le dis, ceux-là ne voteront jamais à gauche. Et moi, mon sujet, c'est pas de m'adresser qu'aux électeurs de gauche. Bien sûr que je m'adresse en priorité aux électeurs de gauche. Mais la gauche, toute mouillée dans notre pays, y compris à l'élection présidentielle, et on l'a vu lors des élections législatives, elle pèse 25%. Moi, ma question, c'est pas que la gauche demain, elle pèse 25%. Mon enjeu, c'est qu'elle pèse 50% plus une voix. Parce que c'est comme ça qu'on arrive au pouvoir. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec ce genre de discours, eh bien, on rompt avec une partie non négligeable de l'électorat, y compris d'anciens électeurs qui votaient pour nous. Je pense notamment aux ouvrières et aux ouvriers qui ont vu leur usine délocalisée. Je pense notamment aux agriculteurs qui aujourd'hui subissent de plein fouet la mise en concurrence déloyale, et il faut le dire aussi, des normes qui des fois s'imposent à eux sans qu'ils aient eu leur mot à dire. Je pense aussi à ces retraités qui, en 2005, ont voté contre le traité constitutionnel européen, qui se sont fait traiter de tous les noms sur les marchés par une partie de la gauche, et qui aujourd'hui, on leur dit « mais non, il faut se ranger derrière cette gauche-là ». Eh bien, je le dis, il faut aller chercher ces électeurs-là. Il faut aller discuter avec ces électeurs-là. Eh bien, pour une partie non négligeable d'entre eux, ils ne croient plus en la politique, aussi parce que la gauche a arrêté de leur parler. Je pense notamment aux gens de chez moi, aux Samariens, aux habitants de la Somme. Eh bien moi, c'est à eux que je veux m'adresser en priorité. C'est à celles et ceux qui ont voté contre le TCE, à celles et ceux qui, comme moi, n'ont jamais eu leur mot à dire sur la construction européenne libérale et qui subissent de plein fouet cette Europe libérale, eh bien de leur dire que le 9 juin prochain, ils auront un bulletin à leur disposition pour porter certes leur colère, mais surtout leur espoir d'une autre construction européenne. Juste dernière question, après on passera aux questions du public. Vous parlez beaucoup des provocations de la France Insoumise. Si un autre parti avait proposé avant la France Insoumise une liste commune, vous auriez tenu le même discours ? Je ne sais pas si c'est la France Insoumise qui a apporté le premier, mais oui, bien sûr. Enfin, j'étais secrétaire général. Il n'y a pas de problème plus profond entre les partis. Enfin, Mais sur la question européenne, sur la liste, mais pour toutes les raisons que j'ai dites. Enfin, je veux dire, si les écologistes, Marie Toussaint, étaient venus me voir en disant qu'il faut absolument qu'on fasse une liste unique, je dis, mais attends. Oui, très bien. Il y a des choses quand même, on a un fossé entre nous, enfin, sur les questions européennes encore plus, mais sur les questions environnementales, je ne fais pas dire. Sur les questions de la politique énergétique, eux, ils soutiennent ce marché européen de l'électricité, par exemple, je ne le soutiens pas du tout. Donc moi, sur ces sujets-là, j'aurais dit bien évidemment non. Mais à l'époque où j'étais secrétaire général des jeunes communistes, ça remonte, non, c'était il y a 6 mois, et qu'il y avait eu la discussion avec les autres organisations de jeunesse, où on m'avait interpellé en me disant Léon, il faut absolument qu'on dise qu'il faut une liste unique aux élections européennes. Je dis mais à qui vous vous adressez ? Vous vous adressez qu'aux étudiants de Sciences Po, là, qui soutiennent peut-être majoritairement la nécessité de faire une liste unique. Mais moi, je souhaite m'adresser à ce 1 jeune sur 5 qui n'a pas le bac, 1 jeune sur 5 qui est en bac professionnel. Qui va aller leur parler ? Qui va aller discuter avec eux ? Qui va discuter du permis de conduire qui a été porté par les élus, par quasiment la totalité des députés européens de gauche ? Allez parler du permis de conduire avec un lycéen professionnel chez moi, à Abbeville, dans la sous-préfecture de la Somme. Allez discuter et voir ce qu'il en pense. Et après, on s'étonne qu'une partie de cet électorat, des catégories populaires, s'éloignent de la gauche et se désintéressent de la politique. La réalité, c'est que les premiers à se désintéresser d'eux, c'est la gauche et la politique. Eh bien moi, je souhaite justement aller m'adresser à eux en priorité et leur dire justement qu'ils ont un bulletin à leur disposition qui parlera d'eux et de leur quotidien. C'est ça la priorité. Et donc bien évidemment que j'aurais refusé, et encore plus au vu du modèle de scrutin qui ont des règles quand même qui invitent aussi à chacun à pouvoir porter sa singularité, son originalité. Et après tout, c'est une vitalité démocratique qu'il faut saluer et qu'on n'a que trop peu dans notre pays. Très bien, merci pour cette réaction. On va peut-être passer aux questions du public. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont. Ouais, tu as le micro. Première question. Ça marche, oui. Je voudrais revenir sur la solidarité mutuelle de l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Vous avez dit que la France ne devrait pas payer pour les choix énergétiques des Allemands, par exemple. Je crois qu'on est des générations qui avons connu Erasmus, on aime les peuples allemands, espagnols, italiens, etc. Du coup, quelle est votre vision de l'Union européenne solidaire ? J'ai rien contre le peuple allemand, je vais souligner, ou contre quelques peuples que ce soit d'ailleurs, européens ou pas d'ailleurs, ça c'est un sujet. Ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, le peuple allemand, souverainement, a fait le choix d'une bifurcation en termes de politique énergétique. Et notamment en abandonnant leur parc nucléaire,
en disant qu'ils allaient officiellement, publiquement, tout passer sur le renouvelable, et dans les faits, en développant de manière considérable les énergies fossiles. J'ai été en Allemagne, c'était un des premiers actes de campagne, à Cologne, à côté de Cologne, sur une mine de charbon à ciel ouvert qui a été accélérée, où on nous avait dit qu'elles se termineraient en 2020. La réalité, c'est qu'elles ont été prolongées jusqu'en 2030, puis aujourd'hui jusqu'en 2035. Et c'est un trou, là où j'étais, de 300 mètres de profondeur, 85 km², c'est quasiment la ville de Paris tout entière qu'on peut rentrer dans ce simple trou. Il y en a une quinzaine en Allemagne, pour extraire du charbon, énergie la plus polluante, pour faire de l'électricité. Et c'est pas tout, une fois que le trou il sera terminé, qu'on aura extrait le charbon, vu qu'ils sont censés remettre en état le paysage, ils vont détourner une partie du Rhin pour le remplir d'eau. À une époque où on manque d'eau. Bah ça, c'est pas possible. Eh bien, ça, non seulement c'est pas possible, ça, il faut le dénoncer en tant qu'écologiste, et je le dénonce. Et je dénonce notamment les écologistes qui nous disent qu'on peut se passer du parc nucléaire en développant que du renouvelable. La réalité, c'est que si on se passe du nucléaire, il y a deux options qui se laissent à nous. Soit on développe 100% renouvelable, mais vu que c'est pas une énergie pilotable, c'est que lorsqu'on a besoin d'avoir une pic de consommation, on n'a pas assez de production, donc on ne peut pas ouvrir nos écoles, nos trains ne roulent pas. Ou alors, on ouvre une nouvelle énergie pilotable, et c'est les énergies fossiles, c'est le gaz et le charbon. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on défend le parc nucléaire et la nécessité de défendre cette énergie-là. C'est pas par dogmatisme, c'est au contraire par réalisme et par ambition pour la politique environnementale européenne. Et après, en plus, autre conséquence de cette sortie du parc nucléaire, c'est l'explosion des prix d'électricité. C'est pas nous qui allons payer quand même pour les choix stratégiques du peuple allemand, qui a eu des conséquences désastreuses d'un point de vue environnemental et qui en plus a des conséquences désastreuses d'un point de vue industriel. Surtout que pour le coup, sur ce sujet-là, eux, dès qu'ils peuvent nous la mettre à l'envers, ils nous la mettent quand même sur les questions industrielles. Et ça, moi, ça me pose un problème. J'en discutais avec des agriculteurs au Salon de l'Agriculture, où ils me disaient qu'aujourd'hui, la plupart des producteurs allemands, des éleveurs allemands notamment, leur première source de revenus, c'était plus la matière première, à savoir le bœuf, par exemple, qu'ils produisaient, ou le lait. C'était l'électricité qu'ils produisaient à partir du méthane qu'ils faisaient grâce à leur élevage. Et du coup, ils vendaient à prix coûtant leur bœuf, de manière déloyale, alors que nous, on défend l'idée, justement, de fermes à taille humaine, de paysans, qui, justement, vivent de leur première source de travail, qui est l'idée de produire suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble de la population. Et eux nous disent, il y a une concurrence déloyale. Mais ça, l'Europe, elle le permet. Parce que les députés européens allemands, notamment, les défendent à l'échelle européenne. Moi, je souhaite faire également la défense du peuple français et des travailleurs français au Parlement européen demain. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de solidarité. Erasmus, on le soutient. Je soutiens même d'autant plus qu'il faut le développer de manière beaucoup plus considérable, y compris le développer dans les lycées professionnels, dans les voies professionnelles, et que ça ne soit pas réservé aussi à une élite. Je crois à cette richesse de cette coopération et de cette solidarité européenne. Je crois en la PAC, par exemple, qui est aujourd'hui le premier budget européen et la première source de financement. Parmi l'ensemble de l'argent et de la contribution française, il y a une partie non négligeable qui va à la PAC, parce que je pense qu'il faut répondre à cette souveraineté alimentaire et qu'elle ne se réglera pas à l'échelle française, mais à minima à l'échelle européenne. Donc je soutiens cette idée de coopération européenne. Mais je pense que ça ne peut pas se faire toujours au détriment du peuple français. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'avais une question concernant la notion de citoyenneté européenne. C'est toujours quelque chose d'assez vague quand on en parle. Très peu se sentent, je ne dis pas les chiffres, mais très peu se sentent citoyens européens formellement. Et les taux de participation aux élections européennes sont, eux, en augmentation depuis quelques années, mais toujours pas faramineux, 50% aux dernières. Comment susciter un véritable élan pour les élections européennes, une envie d'Europe et éviter une troisième élection, une troisième victoire de la liste du Rassemblement national au mois de juin? En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions sur cette notion de citoyenneté européenne. Bon, moi, j'y crois pas, mais au-delà de tout, on nous a dit l'Union européenne, c'est la paix et la prospérité. Et d'ailleurs, on nous a dit, en échange d'une partie de votre souveraineté, on vous promet paix et prospérité. Il y a une forme de pacte social qui avait été construit, je suis poli quand je dis construit, qui nous a été imposé, je dirais plutôt,
Mais il y avait un pacte social qui avait été fait. On dit, vous inquiétez pas, vous aurez certes moins votre mot à dire, mais en échange, vous aurez paix et prospérité. Résultat, on n'a ni paix ni prospérité aujourd'hui. Et en plus, on n'a plus la souveraineté. Et donc, le pacte social a été brisé. Et donc, on ne peut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y a un manque de citoyenneté européenne. Donc ça, je pense que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, ce que j'avais dit, c'est le traité constitutionnel européen. Enfin, je veux dire, le peu où on a été consulté quand même sur la construction européenne, on nous a dit vous n'avez rien compris ou en tout cas on décide de faire autrement. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de piétiner la souveraineté des peuples. Et en l'occurrence notamment du peuple français, pas seulement, mais qui a voté et qui s'était mobilisé massivement. Et ça en vient à la question que tu posais sur comment ressusciter une vague de mobilisation que vous avez citée, excusez-moi, je tutoie facilement, que vous avez citée lors de la vague de mobilisation. Il y a une élection européenne qui a ramené massivement les électeurs. C'était le référendum sur le traité constitutionnel européen, qui est un sujet quand même qui, 6 mois avant, on nous disait c'est d'une complexité sans nom, les Français vont rien comprendre. D'ailleurs, il y a eu le référendum sur le quinquennat où il y a eu peu de mobilisation au final, compte tenu quand on compare avec la mobilisation sur le TSE. On se dit là, les Français vont rien comprendre, c'est hyper technique. La réalité, c'est que les Français, non seulement ils ont compris, mais se sont saisis de cet enjeu pour s'exprimer. Et le problème, c'est que leur avis n'a pas compté. Et après, on ne peut pas s'étonner de se dire on ne comprend pas pourquoi les Français ont si peu d'intérêt pour l'Europe. Ce n'est pas sur l'Europe qu'ils ont peu d'intérêt. C'est l'Europe qui a eu peu d'intérêt sur ce qu'eux, ils ont eu dire. Ils avaient dit. Ce sur quoi ils s'étaient prononcés. Et c'est ça le problème. Et dernière chose, si on veut ressusciter une mobilisation, c'est important aussi de donner à voir l'originalité, la singularité des différentes forces politiques en présence. Et donc là, j'y viens sur la nécessité pour nous, qui avons, je pense, une nouvelle offre politique à apporter, de pouvoir être présents à cette élection pour défendre la souveraineté politique française, pour défendre la souveraineté énergétique, industrielle, alimentaire de notre pays. Et de montrer qu'il y a une voix à gauche sur ce sujet-là. Et aussi, j'étais ce midi avec Manon Ovion, responsable CGT, responsable syndical chez Verbaudet, qui a mené une grève pendant 3 mois et qui a obtenu une victoire l'année dernière sur l'égalité salariale, notamment entre les femmes et les hommes, et une revalorisation salariale. Et elle me disait, mais quand j'en parle aux ouvrières à côté de moi, ils disent qu'il y a aussi un manque de représentativité. Et quand ils voient qu'on a des ouvriers sur notre liste, y compris en place éligible, eh bien, il y en a qui s'y intéressent. Maintenant, c'est à nous de le faire connaître. Et ça, c'est peut-être un des sujets, c'est comment on va donner à voir et notre projet politique et la singularité et l'originalité de notre liste auprès du grand public. Et là, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut médiatique, si je puis dire, pour justement permettre à ce que les sujets et les débats qui vont avoir lieu pendant la campagne européenne puissent être accessibles auprès du plus grand nombre. Et la question de l'élargissement, par exemple, c'est un vrai sujet. Et je suis persuadé que si demain on pose la question aux Français, les Français ont un avis très tranché, même construit, sur la question de l'élargissement de l'Union européenne. Et malheureusement, en effet, il n'y a que trop peu de débats sur ce sujet. C'est un exemple. D'autres questions? Non. J'ai pas l'impression. Eh bien, on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup, Léon Desfontaines, d'être venu. Alors, c'est pas simple parce qu'on ne sait pas trop pour le moment qui sera le prochain candidat à se déplacer à Sciences Po. Mais si vous aviez une question, je ne sais pas, une question ou une remarque à faire d'ordre général pour ces élections, pour ces prochains mois, quelle ce serait? Bon, Manon Aubry, c'était plus simple parce qu'elle pouvait vous poser directement la question, mais ce que vous voulez. Je pense que chacune des listes en présence devrait nous dire et nous préciser son projet européen d'un côté, mais surtout moi ce que je souhaite demain en tant que député européen, c'est que l'ensemble des députés européens qui seront élus demain, eh bien, on puisse aussi discuter, échanger, se retrouver pour défendre les intérêts de la France et des Français au Parlement européen. Et donc, est-ce qu'ils sont prêts demain à ce qu'on se mette autour de la table pour discuter et défendre les intérêts des Français? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ce soir pour cette 3e conférence du cycle des élections européennes. Merci également à Bruno Cotresse et aux étudiants qui ont posé leurs questions. Merci beaucoup et merci à vous, Léon. C'était technique.